Le 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Pour l'édition 2021, le thème retenu était la pêche durable. Nous concerne tous et pour en parler, avec moi sur ce plateau de complément d'information, Monsieur Lionel Kinadjian, chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau sous-régional de la FAO en Afrique centrale. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Écoutez, complément d'information, c'est avec vous et ça commence maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information avec moi pour parler de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Monsieur Lionel Kinadjian, chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau sous-régional de la FAO. Bienvenue encore une fois sur ce plateau, peut-être pour planter le décor. Est-ce que vous pouvez nous situer sur ce qu'on entend exactement par pêche illicite, non déclarée et non réglementée ? Oui, alors bon... Et aussi peut-être pour embrayer, pourquoi lui avoir consacré toute une journée internationale ? Voilà. Donc, comme la terminologie l'indique, la pêche illicite non déclarée, non réglementée, c'est d'abord une pêche qui est effectuée sans autorisation, donc des activités de pêche qui seront dans les juridictions nationales des pays côtiers et pour lesquelles ces pays n'ont pas autorisé les bateaux à venir pêcher. Ouais. Non déclarée, c'est lié au fait que les États côtiers ont des droits souverains sur l'exploitation de leurs ressources dans la zone économique exclusive, mais aussi ont des obligations au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et une de ces obligations, c'est de déclarer les captures. Donc il y a une nécessité pour les bateaux de pêche et pour les États côtiers de suivre les captures parce que ce sont des données indispensables pour la bonne gestion des pêches. Et enfin, non réglementées, comme le nom l'indique, ce sont toutes les activités de pêche qui ne respectent pas la réglementation en vigueur ou qui opèrent dans des zones où la réglementation est insuffisante. Donc si vous voyez le champ de la pêche INDNR, comme on l'appelle en acronyme, c'est un champ très vaste. Ça ne se limite pas, comme on pourrait le comprendre, à la piraterie des bateaux étrangers qui viennent piller les zones des pays côtiers. Ce n'est pas non plus uniquement réservé aux bateaux industriels. Et ce n'est pas non plus réservé uniquement aux bateaux étrangers, c'est-à-dire qu'en clair, les petits bateaux, la pêche artisanale qui ne souscrit pas, les pêcheurs locaux qui ne souscrivent pas aux déclarations de capture ou qui ne respectent pas les règles sont aussi dans le champ de la pêche INDNR. Et est-ce que finalement l'intérêt de consacrer une journée à cette problématique-là était à la mesure de l'enjeu ? Oui, parce que c'est un fléau qui est mondial. Et c'est un fléau qui prend de plus en plus d'importance. Et je pense que c'est important d'adresser les causes. Et cette journée, elle a été à l'initiative de la FAO et elle correspond en fait à l'entrée en vigueur d'un accord international contraignant, le seul qui traite de la pêche INDNR et qui à l'origine a été promu par la FAO avec ses États membres et qui est rentré en vigueur en juin 2016. Donc on fête cette année la 4e édition de la pêche INDNR. Alors, Monsieur Kinadjian, peut-être nous dire également qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation en Afrique centrale et au Gabon en particulier ? Alors l'origine, elle n'est pas propre à l'Afrique centrale et au Gabon, comme je disais, c'est un fléau mondial. Et peut-être on peut structurer... Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités quand même en Afrique centrale ? Alors il y a probablement des spécificités dans les pays et en tout cas aussi dans les zones où les pays ont plus de difficultés à contrôler leur zone économique exclusive. Si on prend le cas par exemple des petits États côtiers en développement comme Sao Tomé qui ont des vastes zones économiques exclusives, c'est sûr que c'est un enjeu très très important. Mais les causes intrinsèques du problème, elles sont, on pourrait dire, de deux ordres. Elles sont d'abord liées à un déficit de gestion des ressources naturelles halieutiques, puisqu'au niveau mondial, les ressources halieutiques sont pleinement exploitées, voire surexploitées. Et dans les zones où elles sont surexploitées, on se retrouve dans une situation où ces ressources deviennent rares, avec un nombre trop important de pêcheurs, ce qui incite les pêcheurs forcément à commettre des irrégularités et des infractions pour continuer à rentabiliser leur activité. Donc ça, c'est la cause, je dirais, un peu du déficit de la gestion. Et puis, il y a une cause économique qu'il faut garder bien en ligne de mire, c'est que le poisson, c'est une ressource naturelle renouvelable qui est importante pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais c'est une ressource qui a une valeur économique intrinsèque très forte. Et donc cette pêche INDNR, elle est à mettre en parallèle avec ce qu'on connaît sur Terre, par exemple sur le braconnage de la grande faune. Ce braconnage, il est fait pour des raisons économiques et très souvent, il est lié à des activités illicites, au crime organisé. Donc la pêche INDNR,
elle peut être aussi liée à ces activités-là. Oui. Et c'est un fléau qu'il faut lutter de manière très ferme. Est-ce qu'aujourd'hui on a pu identifier les différents groupes de ces personnes qui exploitent illégalement la ressource halieutique? Est-ce qu'on connaît quelles sont les principales routes? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait qu'ils reviennent par exemple de tel endroit, qu'ils partent souvent de tel endroit et quand ils quittent l'Afrique centrale, ils vont vers tel endroit? C'est très compliqué, hein, comme j'ai fait le parallèle avec le braconnage, ou Oui. on pourrait faire le parallèle avec d'autres activités illicites, le terrorisme ou des choses comme ça. Il y a des flux financiers importants et c'est des choses qui sont très difficiles à contrôler. Et dans la pêche INDNR, on est dans un domaine maritime où c'est très compliqué de surveiller des grands espaces. Les moyens coûtent très cher et donc ça laisse le champ libre à beaucoup de personnes qui investissent des capitaux pour rentabiliser ces investissements à travers l'exploitation illégale de ressources halieutiques de très grande valeur économique. Alors si le problème persiste, est-ce que c'est pas parce qu'on a du mal, les causes elles sont identifiées, mais peut-être parce qu'on a du mal à mettre la main finalement sur les acteurs qu'il faut cibler? Alors, on a du mal parce qu'effectivement, les premiers moyens de lutte qu'on conçoit très bien, c'est l'intervention de l'État en mer à travers des dispositifs d'intervention en mer, de patrouille, de contrôle ou des moyens techniques pour surveiller l'espace maritime. Mais ces moyens, ils sont très coûteux. Et puis, encore une fois, les bateaux qui font de la pêche INDNR, ils opèrent généralement à la frontière des zones économiques exclusives, donc ils font des incursions, ils ressortent. Donc même si vous avez les moyens pour intervenir en mer, ce n'est pas très facile d'aller arraisonner ces bateaux-là. Mais vous avez cité également les pêcheurs locaux, pas nécessairement des expatriés. Pour le cas par exemple des pêcheurs locaux, est-ce que finalement on met facilement la main sur eux? Alors, pour la pêche locale, nationale, qu'elle soit industrielle ou artisanale, c'est bien évidemment plus facile pour les États côtiers de contrôler, puisque ces bateaux débarquent et on peut intervenir plus facilement et contrôler l'activité de pêche. Mais pour les navires qui opèrent plus au large et qui font des incursions et qui ressortent, ça devient très compliqué. Et d'où l'intérêt de cet accord-là sur les mesures du ressort de l'État du port. On aura l'occasion de revenir sur cet accord après cet élément que je vous propose de regarder. Nous revenons sur cette journée internationale de la pêche illicite et on se retrouve juste derrière. C'est à quelques encablures du site de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation que Lionel Kinadjian, chargé de pêche et d'aquaculture à la FAO, a tenu son exposé essentiellement basé sur la pêche illicite, ses causes et conséquences. La pêche illégale, non déclarée, non réglementée, ce n'est pas simplement une histoire de pêche, ce n'est pas simplement une question de pêche. Ça peut déborder sur des questions de piraterie en mer, d'insécurité maritime. Et comme le commerce africain dépend à 90% du commerce maritime, ça peut avoir des conséquences très très graves sur les économies africaines. Cet exposé est un appui en matière de renforcement des capacités pour ces étudiants du département d'aquaculture de l'ENEF. Les ressources halieutiques au Gabon doivent aider et contribuer au développement économique déjà et aussi dans un pan au niveau de la sécurité alimentaire. Lutter contre la pêche illicite, la FAO et l'ENEF se sont engagés, l'un à travers un accord qui régule la pêche et l'autre par la formation des experts dans ce secteur. Le Gabon a été le premier pays en Afrique à adhérer à cet accord. Et dans la sous-région actuellement, on a également Sao Tomé qui est parti à cet accord sur les mesures du ressort de l'État du port. La Guinée équatoriale qui est aussi dans un processus de ratification. Nous avons des modules sur la gestion durable des écosystèmes qui ont un lien durable et exact aussi avec des problèmes de pêche INDA. Avec pour thème, la pêche durable nous concerne tous, l'heure est désormais à la prise de conscience des menaces halieutiques et économiques que représentent ces activités non réglementées pratiquées au Gabon et un peu partout dans le monde. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour parler de la pêche illicite non réglementée et non déclarée. Lionel Kinadjian, chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau sous-régional de la FAO. Monsieur Lionel Kinadjian, peut-être revenir un peu, c'est vrai qu'on l'a vu dans le reportage, sur les conséquences de cette pêche illicite. Elles sont de quel ordre ?
Alors les conséquences, elles sont de nature aussi directe. Comme vous le savez, le poisson contribue à beaucoup d'égards au bien-être socio-économique des sociétés. C'est un aliment qui a une grande qualité nutritionnelle. Donc l'impact de la pêche INN, ça va être un impact sur la production qui ne sera pas destinée aux consommateurs nationaux et qui peut contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La pêche, c'est aussi potentiellement un secteur contributif aux recettes publiques. Donc, c'est des pertes de recettes pour l'État gabonais. Et justement, au niveau de l'État gabonais, combien ça coûte à l'État d'avoir ces réseaux-là de pêcheurs illégaux? Alors, c'est très difficile. Est-ce que déjà le secteur, il contribue quand même d'une façon assez importante au PIB national? Alors, le secteur contribue de manière relativement modeste au PIB national. Les données qui existent, c'est de l'ordre de 1% du PIB national. Et effectivement, ce secteur pourrait contribuer probablement beaucoup plus dans une perspective de diversification et d'exploitation rationnelle des ressources. La pêche INN, c'est une pêche qui est par nature difficile à estimer. L'impact et les pertes qui sont associées, on a des estimations globales au niveau mondial, mais qui varient du simple au double. Donc effectivement, il faudrait conduire des études plus spécifiques. Est-ce qu'au niveau du Gabon, on a déjà ces études-là qui ont pu faire des estimations de combien ça pourrait coûter à l'État? On n'a pas d'études au niveau du Gabon ni dans la sous-région Afrique centrale. Mais avec les nouvelles technologies d'information et notamment celles qui existent au Gabon avec la GEOS et la télédétection, il serait possible de développer des méthodologies à l'échelle du pays et voire de la sous-région pour mieux estimer en tout cas la frange de la pêche INDNR qui est celle de la piraterie des bateaux étrangers qui viennent puisque sur les images de télédétection, on peut facilement repérer les bateaux. On a des systèmes aussi de contrôle de la navigation, l'AIS et le VMS. Donc en couplant toutes ces technologies-là, on pourrait, avec des méthodologies statistiques, arriver à avoir une estimation. Et ça présente un très grand intérêt parce que ça permettrait de faire ressortir les enjeux auprès des décideurs politiques et de montrer effectivement que non seulement cette pêche, si on la laisse se développer, comme je l'ai mentionné dans le reportage avec les étudiants de l'ENEF, elle peut être connectée à l'insécurité maritime et impacter le commerce et donc les économies des pays de la sous-région. Mais aussi, on aurait des estimations quantifiées sur les pertes de production, de recettes publiques, de recettes en devises, parce que une partie de la production halieutique, pour certains pays, n'est pas destinée uniquement à la consommation nationale. Elle peut être exportée et contribuer à l'entrée de devises. Donc c'est des pertes en devises. Bien sûr, c'est des pertes aussi d'emplois. Toute la fraction de la pêche qui est exploitée non durablement de manière illégale, c'est potentiellement des emplois qui sont perdus à travers soit l'activité de pêche directement, soit les recettes qui vont au trésor public et qui contribuent à payer les agents de l'État ou à financer des projets structurants qui vont créer de l'emploi dans l'économie. Donc, il y a un enjeu très important à adresser ce problème. Et est-ce que finalement, on pourrait inverser la tendance? Est-ce qu'il y a des moyens pour lutter efficacement contre la pêche illicite? Alors, oui, et je vais revenir sur l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port. Les pays individuellement peuvent fournir des efforts d'investissement pour essayer d'améliorer l'intervention de l'État en mer, mais on sait que c'est très coûteux. Et malheureusement, à l'échelle individuelle d'un pays, c'est aussi un peu inefficace et inefficient dans la mesure où les bateaux peuvent se réfugier dans les pays voisins, etc. Du coup, ce qui est souhaité, c'est la convergence des efforts. Voilà, ce qui est souhaité, c'est la convergence des efforts et c'est la coopération. Comme dans d'autres domaines, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le braconnage, il faut que les États coopèrent, échangent de l'information. Et si vous voulez, cet accord sur les mesures du ressort de l'État du port, il est basé sur le traitement de la cause économique intrinsèque du problème, à savoir que si les pays empêchent les bateaux qui sont suspectés de pêche INDNR de débarquer dans leur port, ces bateaux vont devoir aller débarquer dans un autre port. Ça veut dire des coûts de transport additionnels. Et si on a une masse critique de pays voisins ou de pays dans une sous-région qui sont partis à cet accord-là et qui échangent de l'information sur les bateaux INDNR, ces bateaux ne vont plus pouvoir débarquer dans les ports. Et on sait tous que le poisson, c'est une denrée périssable. Au bout d'un moment, les coûts deviennent très importants. On peut perdre même la cargaison. Et donc, on va diminuer la profitabilité de cette pêche INDNR et on peut, à terme, fortement l'atténuer et voire même l'éradiquer complètement. Donc, il y a un intérêt à faire un plaidoyer pour accroître la dynamique d'adhésion et de ratification. Aujourd'hui,
En 2016, quand l'accord est entré en vigueur, il y avait 25 pays qui avaient ratifié. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 70 pays, 69 pays qui ont adhéré. De façon globale. De façon globale, mondiale. mondiale. Et donc, on est sur une dynamique où l'adhésion continue. Et dans la sous-région? Et dans la sous-région, comme je le disais, il y a le Gabon qui a été le premier pays en Afrique à rentrer dans l'accord. Ouais. Sao Tomé a adhéré juste après l'entrée en vigueur de l'accord. C'est intéressant parce que le Gabon et Sao Tomé ont des accords bilatéraux de coopération dans le domaine de la pêche, notamment dans la pêche thonière pour le contrôle et la surveillance. Et la Guinée équatoriale est également dans un processus. Et donc, on fournit des efforts, nous, au niveau de la FAO, au niveau des pays, mais surtout aussi au niveau sous-régional, à travers la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée, la COREP, qui est une institution spécialisée de la CEAC, pour faire des plaidoyers auprès des décideurs politiques pour s'engager dans l'adhésion à cet accord. Alors vous parlez beaucoup plus des décideurs politiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des actions que la FAO pourrait mener ou mène déjà vers les communautés, vers les populations elles-mêmes? Parce que vous avez quand même parlé de ces pêcheurs artisanaux qui font également, qui rentrent dans cet ensemble de pêche illicite. Oui, alors au Gabon, on va accompagner le gouvernement sur la politique de mise en place de 5 centres de pêche. D'accord. Et donc ces centres de pêche, ils sont intéressants parce qu'ils vont structurer l'activité, ils vont faciliter le débarquement et donc permettre de lutter contre la pêche INDNR en mettant à disposition les services de l'État pour contrôler la pêche, mais aussi en offrant des services aux pêcheurs qui vont avoir une incitation à venir débarquer. Donc on est dans un centre de pêche, c'est potentiellement une structure de partenariat entre l'administration et les pêcheurs qui devrait faciliter ce contrôle et éviter que la pêche soit effectuée de manière INDNR. Des centres de pêche qui n'existent pas encore, mais qui devront voir le jour. Qui sont en construction. Il y a 5 centres de pêche qui sont en construction, qui vont être sur toute l'étendue du territoire ou bien uniquement concentrés au niveau de la capitale? Non, ça sera. Il y a 2 centres de pêche qui sont en zone maritime. Il y a un centre qui est à Coco Beach et un centre qui est à Mayumba. Et il y a 3 centres qui sont à l'intérieur du pays, à Mouila, à Makoukou et à Franceville. Et alors, avec ces centres de pêche, on a remarqué qu'au Gabon, on a davantage privilégié la protection des écosystèmes. On a beaucoup misé sur les questions d'environnement, peut-être en omettant quand même le pan économique. Est-ce que finalement, avec ces centres de pêche, on pourra rattraper ce qui n'a pas été fait dans le passé? On pourra peut-être espérer aussi une certaine diversification de notre économie. Alors, la pêche peut contribuer très fortement pour l'économie gabonaise à la diversification de l'économie et aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je rappelle toujours que le Gabon, c'est le 2e pays en Afrique en termes de consommation de poissons par habitant et par an après les Seychelles. Donc, les Gabonais consomment beaucoup de poissons et c'est une bonne chose parce que le poisson a une très grande valeur nutritionnelle et c'est très bon pour la santé. Et donc, il y a tout un enjeu d'arriver à mettre en place une exploitation rationnelle et durable dont les conséquences seront la conservation. C'est-à-dire que la conservation ne doit pas être un objectif en soi, mais l'exploitation rationnelle et durable des ressources aura pour conséquence la conservation des ressources. Parce qu'en réalité, il y a certains pêcheurs qui se plaignent, par exemple, des pêcheurs artisanaux, j'entends, qui se plaignent du fait qu'on a trop misé sur la conservation et qu'ils n'ont plus assez d'espace pour aller pêcher. Et donc, ils sont obligés, par moment, de rentrer dans ces catégories de pêche illicite. Est-ce qu'on peut régler cette question ? Oui, on peut bien sûr régler les questions en ayant une bonne approche, c'est-à-dire une approche, encore une fois, ne pas perdre de vue que l'activité de pêche, c'est une activité économique. Oui. Et donc, comme toute activité économique, elles doivent être rentables sur le long terme. Et si, pour des raisons spécifiques, les pêcheurs qui ont des charges d'exploitation au retour de la pêche n'ont pas réussi à capturer suffisamment de poissons pour couvrir ces charges, ils vont avoir des incitations à tricher. Pas parce que c'est des tricheurs nés, c'est parce qu'ils obéissent dans une logique économique. Et dans cette logique-là, il faut faire plus de chiffre d'affaires que de charges si on veut continuer à rester dans l'activité. Et donc, si les coûts d'exploitation deviennent élevés parce que les ressources se font rares ou parce que les zones de pêche sont plus éloignées, les pêcheurs vont avoir des incitations à peut-être ne pas respecter la réglementation. Par exemple. Voilà, donc il faut aborder la question d'un point de vue économique. Et comme pour les autres ressources naturelles renouvelables, pas spécifiques à la pêche, dans un cadre de partenariat avec les pêcheurs. Est-ce que vous, au niveau de la FAO, vous allez aussi vers eux ?
vers les pêcheurs? Alors, on travaille, on a au Gabon un projet d'appui qui est plutôt orienté vers la gestion durable de la faune sauvage, c'est-à-dire le gibier, la viande de brousse, comme on appelle ça en Afrique centrale. Mais le poisson, c'est aussi de la faune. Et donc, on a un projet financé par l'Union européenne qui intervient dans le département de Mulundu, à Lastourville, dans le Gouelolo. Et on a un volet pêche et on travaille avec les communautés de pêcheurs pour collecter de l'information, partager de l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pêcheurs ont une connaissance très fine du milieu. Et donc, l'administration des pêches et les acteurs en charge de la gestion ont tout intérêt à collaborer pour bénéficier de cet échange d'informations et aussi pour prendre des décisions qui sont adaptées. Et donc, tout l'enjeu de la gestion des ressources naturelles renouvelables et de la pêche en particulier, c'est de faire évoluer une approche de gestion qu'on peut qualifié de commande-contrôle, vers une approche plus partenariale entre les États et qui va tourner en fait autour de clarifier des droits de pêche, donc des questions qui sont foncières sur les ressources et de limiter le nombre de pêcheurs parce que les ressources naturelles étant limitées, les poissons étant limités dans la mer, tout le monde ne peut pas exploiter le poisson. Donc il faut arriver, et bien sûr cette dimension elle est éminemment politique parce que limiter l'accès à une ressource qui a une très grande valeur économique, c'est influencer sur le partage de la richesse. Et donc ça, c'est une dimension politique. Et il faut accompagner ces processus-là de façon à faire en sorte que la richesse de la pêche soit générée durablement et capitalisée dans l'économie du pays pour promouvoir le développement économique. Vous avez parlé de plusieurs moyens, notamment au niveau de la sous-région, pour permettre la convergence des efforts, sinon une sorte de coopération entre les différents États d'Afrique centrale. Mais est-ce qu'il y a des moyens contraignants pour ces pêcheurs qui sont dans ce domaine illicite ou est-ce qu'ils sont juste ces moyens dissuasifs? Alors, là aussi, encore une fois, je reviens sur le terrain de l'économie. Je n'ai pas en tête le montant des amendes de pêche au Gabon, mais ce que j'ai pu constater à travers ma carrière, c'est que parce qu'on n'a pas une bonne approche et une bonne approche économique du problème et qu'on ne se rend pas compte de la véritable richesse des ressources halieutiques, les amendes ne sont peut-être pas suffisamment incitatives à la hauteur des enjeux, à la hauteur du crime. Mais d'un autre côté, pour revenir sur la question essentielle des incitations et notamment celle des droits d'usage exclusifs qui vont être clarifiés à l'image de ce qu'on a dans l'agriculture. S'il n'y avait pas des régimes de propriété dans l'agriculture, tout le monde se battrait pour exploiter les terres les plus riches. Donc à un moment donné, il faut mettre en place ces cadres-là et donc des institutions qui vont avec. Sur Terre, on a mis en place des institutions, des notaires, des cadastres pour régler ces problèmes fonciers. Dans la mer, c'est un peu plus compliqué, mais lorsqu'on a développé tout ça et que les pêcheurs ont des droits exclusifs sur les ressources et que ces droits leur permettent d'avoir accès à une richesse économique, ils n'ont pas d'incitation à tricher parce que s'ils trichent, d'abord ils peuvent perdre leurs droits et puis plus l'exploitation est durable et rationnelle et plus ce droit prend de la valeur en fait. Et donc cette richesse qui va se capitaliser dans ce droit-là, si un jour ce droit est transférable ou échangeable sur un marché, c'est une valeur importante. Donc, il faut mettre en place une incitation qui va faire que le pêcheur va devenir un véritable partenaire de la conservation et de la gestion durable des ressources. Et là, vous avez également un rôle à jouer, vous, la FAO? On a un rôle, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très complexe. Et quand on regarde l'état des pêcheries au niveau mondial, on voit que le chemin est encore long, mais la mise en place des droits fonciers sur Terre a pris aussi beaucoup de temps. Mais encore une fois, il faut aller dans le bon sens. Ça peut prendre du temps, mais au final, on va par petites touches et on progresse. Et donc les enjeux, si je devais résumer, les problèmes de fond dans la pêche sont des causes économiques et les solutions, elles sont d'ordre institutionnel. Donc il y a un enjeu très fort pour les investissements dans les infrastructures institutionnelles qui doivent permettre de mieux connaître les potentialités des ressources pour fixer des allocations de pêche, que ce soit des quotas. Il y a des enjeux de renforcer les institutions de régulation pour mettre en place des plans de gestion optimale de la pêche, des plans d'aménagement, comme ça se fait dans le domaine forestier. Dans le domaine forestier. Et bien sûr, et c'est une fonction qui est bien développée au Gabon, il y a aussi des enjeux pour quand même renforcer le contrôle et la surveillance pour s'assurer que les pêcheurs respectent bien leurs obligations.
obligations, parce que c'est pas parce que vous mettez des droits, un cahier des charges, que les pêcheurs vont forcément respecter tout à l'heure. Donc il y a quand même une police des pêches, un gendarme, comme il y a des policiers sur la route pour faire respecter le code de la route. Donc voilà, il y a ces fonctions à développer, ces institutions à développer. C'est des coûts publics, mais l'enjeu, encore une fois, il est important si on veut faire en sorte que la pêche contribue durablement à la diversification de l'économie. Et le Gabon a un très riche patrimoine halieutique qui peut le faire de manière très durable. Peut-être pour terminer, comment on peut comprendre le thème de cette année, la pêche durable nous concerne tous? Bon, la pêche durable, on a parlé beaucoup du rôle des États, de la coopération sous-régionale, mais si on reprend le cas des centres de pêche, si vous allez acheter votre poisson au Capal, par exemple, à Libreville, vous faites un acte. D'abord, vous avez la garantie d'un contrôle des prix de la DGCC. Et comme c'est une infrastructure où il y a les services de l'État, je ne veux pas dire que tout le poisson n'est pas peut-être INDNR, parce qu'on ne surveille pas forcément tous les pêcheurs. Mais en tout cas, les pêcheurs viennent débarquer. Il y a un contrôle statistique. Il y a un contrôle aussi sur la qualité sanitaire des produits. Et donc ça, c'est un acte citoyen qui fait que vous limitez potentiellement la pêche INDNR en ayant le choix de cet endroit pour faire nos achats en termes de ressources. Donc c'est un moyen. Bon, il y a les questions de traçabilité. Vous savez que maintenant au niveau international, on parle beaucoup du FSC au Gabon dans le domaine de la certification de la forêt, mais on a l'équivalent dans la pêche, c'est le MSC, le Marine Stewardship Council. Donc il y a plusieurs labels pêche durable. Est-ce qu'on tendrait vers ces labels-là au niveau sous-régional? Alors, là aussi, c'est des choix de consommateurs, mais c'est plutôt des produits d'importation qui viennent et qui sont proposés aux consommateurs. Mais le consommateur a en fait un pouvoir dans sa décision d'achat qui est assez important. Pour peu qu'on ait cette éducation, donc c'est peut-être un investissement à faire auprès des générations futures, de regarder un peu la valeur nutritionnelle des poissons, l'origine. Voilà. Mais moi, je constate que la pandémie du Covid-19 a fait en sorte que les produits gabonais sont beaucoup plus diffusés dans les supermarchés et au détriment de produits d'importation auparavant. Donc, une façon d'inverser la tendance aussi, de consommer local. Il y a des opportunités. On parle aussi beaucoup des menaces de la Covid, mais elle peut créer des opportunités, en particulier dans le secteur des pêches. Et donc, il faut pouvoir les saisir. Et donc, nous sommes tous concernés, nous le rappelons, par cette pêche durable. Merci beaucoup à vous, Lionel Kinadjian. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau sous-régional de la FAO en Afrique centrale. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions par rapport à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans l'espoir de vous retrouver très vite dans un nouveau numéro de complément d'information. Je vous dis de rester sur nos programmes. Ils se poursuivent sur Gabon 24.